Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. La transition est faite avec l'auditrice précédente, la souveraineté alimentaire. C'est vrai que nous avons payé, ces derniers mois, nous avons payé plus cher. Des produits souvent importés. Et on importe beaucoup de produits. La souveraineté alimentaire. Il y a eu un rapport qui a été rendu l'année dernière par deux députés de deux bords politiques différents. C'est là où c'est intéressant. Rodrigo Arenas, qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes député LFI de Paris, et Charles Sitzenstuhl, qui est député Renaissance du Bas-Rhin. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci. Vous avez coécrit un rapport sur la souveraineté alimentaire de la France. Alors, est-ce que la première question, vous êtes les rapporteurs de ce rapport d'information sur la souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe. Est-ce que la souveraineté alimentaire de la France est en danger? Alors en fait, la réponse, la question qu'on posait, c'est est-ce que l'Europe est souveraine d'un point de vue alimentaire? D'abord, est-ce que la France et l'Europe et en fait, sont souveraines? Et après des mois d'enquête sur le plan alimentaire, l'Europe et donc la France, nous sommes globalement souverains. C'est-à-dire que nous produisons en fait assez sur les cultures fondamentales en Europe et en France. Pour nourrir la population européenne, et ce depuis en fait 60 ans, et c'est un grand succès de la politique agricole commune. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, et on le voit bien à la faveur des manifestations et des crises qu'il y a dans le monde agricole dans plusieurs pays européens. Et donc le rapport avec Rodrigo Arenas visait aussi à alerter sur des fragilités qu'il faut corriger dès à présent. Bien, Rodrigo Arenas, vous êtes d'accord, puisque vous avez rendu ce rapport en commun, vous êtes de deux bords politiques différents, mais vous dites la souveraineté alimentaire européenne et française est assurée. Elle est assurée du point de vue comme le dit Charles, de l'alimentation de nos concitoyens à l'échelle continentale. Par contre, il y a des fragilités qui posent des questions de souveraineté. La question de la dépendance aux marchés internationaux, ça c'est un vrai sujet parce qu'on n'a pas de prise là-dessus. Comme on dit souvent, le marché des grains par exemple, il est régulé à la bourse de Chicago. La France ne joue pas dans cette cour-là, mais l'Europe joue. Donc la dimension européenne est essentielle pour pouvoir discuter, pour négocier. Absolument. Si l'on veut défendre les agriculteurs, il faut absolument que ce soit l'Europe qui défende. Il faut coopérer à la bonne dimension. Chicago, par exemple, pour les céréales, que ce soit l'Europe qui défende les agriculteurs français avec le Mercosur, dans tous les traités qu'on passe en fait à l'échelle internationale, c'est la dimension pour pouvoir discuter. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on envisage une coopération entre les États membres plutôt que de s'insérer dans un marché international qui est plutôt régulé par des prix à la baisse que l'intérêt des paysans et des paysannes. Une question claire, comment commercer, assurer notre souveraineté alimentaire sans assurer des accords de libre-échange ou des accords commerciaux. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que ça pose des questions de réenvisager la façon dont nous travaillons. Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, vers lequel nous exportons des poulets, eh bien ça veut dire que sur place, on est en train de détruire les économies vivrières et que les standards que nous mettons en place et les normes que nous imposons, en fait, déséquilibrent les marchés internationaux et qu'il y a des partenaires qui sont des partenaires un peu naturels de notre pays que nous perdons parce que quand on rentre dans des marchés internationaux, on va au moins 10 ans. Et là, ce sont tous les paysans, mais à l'échelle internationale que ça se passe. C'est tout ce que nous avons partagé d'ailleurs sur la question de l'intermondialisme, de Via Campesina qui maintenant hégémonise à l'échelle européenne le fait qu'on ne peut pas produire n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quel prix. Arenas, Charles Sitzenstuhl, dites-moi, vous dites on exporte du poulet au Sénégal. Oui, on importe des haricots verts du Sénégal. Aussi, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on importe? On exporte du poulet au Sénégal et on importe du poulet du Brésil. Expliquez-moi quand même. Ça, c'est un des aspects importants du rapport et sur lequel nous tirons la sonnette d'alarme, c'est que bien sûr, l'Europe est une grande puissance agricole d'exportation. 180 milliards d'euros d'exportation agroalimentaire en 2020. Nous sommes et il faut le rappeler, l'Europe est la première puissance mondiale d'exportation en agriculture devant les États-Unis et devant le Brésil. Donc on doit avoir aussi des marchés ouverts pour que nos agriculteurs, et les agriculteurs français, ils le savent, puissent exporter. La difficulté qui se pose, et c'est pour ça qu'il y a
un combat très dur sur le Mercosur. C'est que nous considérons que pour exporter et donc importer, il faut que ça se fasse, on va dire, entre des zones agricoles de niveau écologique et social comparable. Et dans ce rapport, nous avons dit tous les deux clairement que, par exemple, avec le Mercosur, en l'état, ce n'est pas acceptable. Parce qu'on est sur des standards agricoles qui sont bien inférieurs aux autres. Il n'y a aucun standard comparable à ceux de l'Europe. Mais c'est pour ça qu'on fait des lois. On est très haut. C'est pour ça qu'on fait des lois. Très haut. C'est pour ça que vous avez en France des services publics à la française, qu'on a des choses qu'il faut exporter et importer, puisque si on veut exporter, il faut importer. Bien sûr. On est bien d'accord. Tout le monde dit qu'il faut arrêter d'importer. Oui, mais si on arrête d'importer, ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Aujourd'hui, vous avez en France, vous êtes un fin connaisseur de ça, en plus Jean-Jacques Bourdin, vous avez des départements dans lesquels, si on prend l'exemple du poulet encore, où on en produit parce qu'il y a le système agroalimentaire qui lui fait les marges et qui lui appauvrit les paysans et les paysannes, les agriculteurs. C'est parce que les marges, c'est là où va la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a retiré au monde paysan qui nous nourrit la valeur ajoutée qui doit leur revenir pour favoriser la logistique et l'agroalimentaire. Donc là, on a un problème de système, on a un problème de civilisation. Moi, je prends souvent l'exemple de l'aile ou la cuisse. Est-ce qu'on veut que ce soit les usines qui nous nourrissent ou que ce soit ceux qui produisent l'aliment? Moi, je pense et nous pensons que c'est ceux qui produisent l'aliments qui doivent nous nourrir. Mais l'alimentation est aussi une arme géopolitique pour la France. Quand 40% des excédents céréaliers servent à l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, parce que ce sont nos principaux clients, eh bien ça permet aussi qu'il n'y ait pas des changements politiques tellement profonds que ça change complètement les relations que nous avons avec ces pays-là. Donc celles et ceux qui aujourd'hui pensent, parce qu'ils sont xénophobes, parce qu'ils ont une image et qui vendent à nos concitoyens une image du continent africain, du sud au nord, qui font une adversité de la France, il faut qu'ils sachent que ce sont nos principaux clients. Mais la France fermée à tout commerce international, c'est impossible, c'est la mort du pays. Alors à titre personnel, moi je n'y suis pas favorable. Ce n'est pas dans l'intérêt de la France, ce n'est pas dans l'intérêt de l'agriculture française. Aujourd'hui, le sujet qu'on a, c'est qu'il y a certaines productions où nous sommes très excédentaires, notamment les grandes cultures, blé, orge, maïs, et ça c'est une puissance en fait pour l'agriculture française et pour la France. Il y a d'autres productions. Nous exportons nos céréales, mais nous sommes dépendants du cours des céréales de Chicago. Et en fait, ce sur quoi on dépend surtout, c'est que, et là c'est un constat qui est partagé, mais c'est pas Charles et moi qui le partageons, c'est la science qui le dit. Oui. C'est que l'Europe et la France, qui est dans ce continent-là, a un problème d'appauvrissement des sols. On les a tellement dopés avec la chimie qu'aujourd'hui, il y a une baisse de rendement parce que les sols sont malades. Donc la question qui se pose, c'est que comment est-ce qu'on régénère? Et je pense, et peut-être qu'on va pas être d'accord sur ce point-là parce qu'il y a des points de désaccord que nous avons avec Charles. Je pense que le fait que l'Europe ait reculé sur la mise en jachère, dans jachère, mais de 4%, on n'est pas dans l'assolement triolal du Moyen-Âge qu'on apprend dans les bancs d'école. Eh bien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que les sols ont besoin d'être réparés. Là, nous avons un problème de souveraineté. Parce que quand on ne défend pas les sols de Français qui produisent ce que nous mangeons, eh bien, on a un problème de souveraineté. Parce qu'on appauvrit notre propre territoire. Et ceux qui disent le contraire... on appauvrit notre avenir. On appauvrit surtout l'avenir de nos enfants. De nos enfants. 9h44, je reviens vers vous. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h47. Nous avons deux députés de bords différents, mais qui sont d'accord. Enfin, du moins qui sont d'accord. Pas sur tout, mais qui ont rendu un rapport commun sur la souveraineté alimentaire. C'est très intéressant. La grande question, c'est qui va nous nourrir dans les années qui viennent? Est-ce que c'est l'Europe qui va nous nourrir? Est-ce que nous arriverons en France à nous nourrir? Ou est-ce que nous serons totalement dépendants des importations venues de n'importe où? Moi, je veux être rassurant là-dessus. C'est l'agriculture française et c'est l'agriculture européenne qui nous nourrit déjà depuis 60 ans. Et il faut le rappeler, c'est un succès de la politique agricole commune et qui continuera et qui surtout doit continuer à nous nourrir. C'est fondamental pour plein de raisons, pour des enjeux de souveraineté, pour des enjeux de proximité et aussi pour des enjeux écologiques, il faut le dire. Parce que quand on nourrit à partir de la terre qui est chez nous, ça fait moins de déplacements, ça fait moins de trajets, donc ça fait des bilans carbone qui sont meilleurs. Et c'est un enjeu qui est absolument clé. Il est hors de question que notre alimentation ne viennent plus d'Europe, ne viennent plus de France et viennent de l'autre bout du monde. Oui, alors il y a d'autres voix qui s'expriment. Le Rassemblement national, par exemple, qui dit, contrairement à ce que disent les deux auteurs du rapport, c'est-à-dire vous deux, la souveraineté alimentaire française est bien menacée.
C'est leur propagande, ils aiment bien faire peur aux gens pour apparaître comme un recours, mais tout ça n'est pas très sérieux. On sait très bien que aujourd'hui l'enjeu il n'est pas là. Moi j'ai visité une ferme école en Hollande. Aujourd'hui les rendements sont plus importants et plus intensifs quand on produit hors sol avec des bacs à eau avec des nutriments à l'intérieur. Donc la question qui se pose, c'est un enjeu de civilisation. Et on voit bien que ce qui nous oppose au Rassemblement national, c'est ça. C'est que eux, ils pensent que la solution sera hexagonale, alors que le marché est mondial, alors que les échanges sont mondiaux et qu'à l'heure de l'Internet, les paysans coopèrent déjà entre eux. Aujourd'hui, vous avez par exemple dans l'Yonne des paysans qui ont essayé le sorgho. Pourquoi ? Parce qu'un changement climatique, manifestement, ça n'a pas l'air d'être efficace. Mais vous savez, ceux qui ont les mains dans la terre pour de vrai, ils savent très bien que les échanges céréaliers sont en encontre et que c'est pas Monsanto qui doit diriger le truc. On change mais de évidemment, culture, tout ça n'est pas très sérieux. Et j'espère que dans le rapport qu'ils vont faire, ou dans le droit de tirage, etc., ils apprendront beaucoup de choses. Et s'ils ont l'honnêteté intellectuelle d'accepter la science, d'accepter la recherche, ils arrêteront de raconter n'importe quoi aux Françaises et aux Français. Charles Sidentoul. Alors, dans la situation franco-française, et ça a été aussi un aspect intéressant de nos rapports, c'est parce qu'on l'a pris à l'échelle européenne, donc globalement, et je le redis, et c'est important de le dire, contrairement à toutes les contre-vérités qu'on entend depuis des semaines, la souveraineté alimentaire de l'Europe n'est pas menacée, nous sommes globalement souverains. Ensuite, quand on rentre dans le détail, État par État, il y a parfois des différences. Sur le cas français, ce qui est très intéressant, et là c'est une sonnette d'alarme, effectivement, sur les céréales, les grandes cultures, nous sommes très largement excédentaires et nous exportons énormément. Il y a par exemple un secteur qui touche beaucoup, parce qu'on l'a dans le quotidien quand on va sur les marchés, les supermarchés. Sur les fruits et légumes, on décroche. On décroche, et ça, c'est une... Mais pourquoi est-ce qu'on décroche ? C'est une réalité très française. Nous décrochons, c'est-à-dire que la production en fruits et légumes est en baisse, et on le voit d'ailleurs, le secteur du maraîchage est en très grande difficulté, est en tension. Moi, je viens en Centre-Alsace, c'est une terre historiquement de maraîchage, et on le voit que le nombre d'exploitations baisse. Et si vous voulez, d'une certaine façon, parce que ce sont aussi des choix nationaux qui ont été faits, c'est-à-dire de mettre le paquet sur les... Et parce que je pense qu'il n'y a pas eu d'attention... suffisante des pouvoirs publics sur le secteur des fruits et légumes, et je considère que par exemple sur les fruits et légumes, il faut que nous remettions le paquet, nous devons produire davantage de fruits et légumes en France et ne pas tout importer de l'extérieur. Ce sont des choix politiques, Jean-Jacques Bourdin. Mais beaucoup de producteurs de fruits et légumes vont vous répondre, oui, mais nous ne pouvons pas utiliser certains produits, donc nous ne pourrons pas produire, nous sommes gênés. Rodrigo Arenas. C'est pas la question des produits, c'est la question de ce qu'on produit, comment on le produit et comment on soutient. Et vous savez, il n'y a aucune agriculture dans le monde qui existe sans le soutien de la puissance publique. Donc la question, c'est comment on réoriente la PAC. Comment on la réoriente aujourd'hui. Donc on réoriente la PAC vers les producteurs de fruits et légumes, par exemple. Avec la PAC actuelle, par exemple, l'Autriche a 23% de production bio. La France, elle a moins 13% aujourd'hui. C'est-à-dire que, clairement, la France ne soutient pas sa filière bio. Et dans le bio, vous avez notamment des maraîchers. Donc, parce qu'on préfère soutenir des grandes exploitations terrières qui produisent énormément. Et ceux-là, il y a des pays qui le font mieux que nous. Par exemple, vous avez la fraise, la tomate qui vient d'Espagne, qui envahit les marchés français. Mais ça pose la question du goût, ça pose la question de ce qu'on fait subir à la terre, et ça pose la question de l'eau. Quand vous allez, par exemple, dans la région de Barcelone, aujourd'hui, il y a un vrai sujet parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc, inévitablement, ces changements climatiques dont on est en train de parler, ça affecte tout le monde. La question, c'est... Et c'est là où nous avons peut-être une différence avec Charles, mais qui est compréhensible de par le groupe politique dans lequel il évolue, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur l'urgence. Moi, je fais partie de celles et ceux écologistes qui pensons qu'il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de soutien aux petites et aux moyennes exploitations, parce que je pense que c'est la bonne dimension pour le faire, surtout pour la France. Si nous avons les terroirs, si nous avons l'AOC, si nous avons ces protections qui sont valables en France, mais en Espagne, en Italie, ailleurs, c'est bien parce qu'il y a eu l'Europe. Sinon, on pourrait être dans un modèle américain, en mode États-Unis, avec des grandes exploitations terriennes qui, même la Beauce n'est pas dans le game à ce niveau-là, avec des grands tracteurs mécanisés, etc. Nous pensons, moi je pense qu'il faut que ce soit intensif en travail, avec des êtres humains, plutôt que des machines. Donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu pour ces maraîchers, c'est ça aussi ces enjeux pour ces céréaliers, c'est ça aussi l'enjeu de l'agriculture, c'est-à-dire que qui c'est qu'on soutient ? Est-ce qu'on soutient l'agroalimentaire ou est-ce qu'on soutient les paysans ? Moi, je pense que la loi Egalim, qui était censée donner de l'argent dans les marges aux paysans, qui est une bonne loi, nécessite d'avoir davantage de contrôle, parce que la marge a été récupérée
par la grande distribution et qui a été détourné des paysans, en particulier sur les prix les plus bas. Donc c'est eux qui font l'effort tout le temps. Eh ben, il faut sortir de cette idée-là, et je parie sur l'école, de faire en sorte que le métier de paysan, mais comme les métiers manuels, ne soit plus dégradé et regardé avec un air dédaigneux par la population, mais que ce soit au contraire mis en avant, que ce sont eux qui nous nourrissent et que c'est eux que la puissance publique, soit française ou européenne, doivent soutenir en priorité, parce que sinon, si nous lâchons là-dessus, eh bien, nous n'allons pas pouvoir lutter. Parce que la Chine, les États-Unis sont une capable de dérégulation de l'agriculture qui est énorme, et nous n'aurons pas les moyens de lutter, y compris sur les semences. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Rodrigo Arenas? Surtout, pas totalement, pas forcément surtout, parce que par exemple, il a évoqué sur le rythme de la transition, on n'en a pas encore trop parlé, mais c'est un enjeu fondamental. C'est-à-dire que les premières victimes en fait des changements climatiques, ce sont les agriculteurs. Il faut toujours le rappeler. Et donc dans le cadre du rapport, nous sommes tombés d'accord sur le fait, et d'ailleurs tous les agriculteurs le disent, que bien sûr il doit y avoir une transition verte qui se passe déjà en agriculture. La question, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative bien souvent. Voilà, la question c'est le rythme. En fait, elles ne sont pas soutenues. Et c'est le rythme. Et c'est pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces crises sociales en agriculture? C'est que beaucoup d'agriculteurs considèrent que ça va trop vite, et surtout qu'on leur demande des évolutions dans le sens de l'écologie, alors qu'ils n'ont pas les solutions techniques derrière. Ils aimeraient le faire, mais c'est le fameux pas d'interdiction sans solution. Et donc là, moi, je considère qu'il faut y aller progressivement, et qu'on doit demander aux agriculteurs de renoncer à certains produits, à certaines méthodes, seulement si il y a des alternatives techniques derrière. Donc sur le rythme, nous ne sommes pas d'accord. On n'est pas d'accord sur le rythme. Juste, il y a quand même un point fondamental que nous avons identifié aussi dans les auditions, et c'est un point d'alerte. En Europe, il n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas assez de science en agriculture. Et il faut que le prochain budget de l'Union européenne mette davantage de moyens sur la recherche en agronomie. C'est absolument fondamental, notamment pour comprendre dans le détail pourquoi est-ce que la qualité des sols se dégrade. Et pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour apporter des solutions concrètes aux agriculteurs qui le souhaitent. Le changement climatique, il est là aujourd'hui, et on va pas y couper. On n'a pas fait ce qu'il fallait suffisamment tôt pour ça. Quand je parle changement climatique, je pense toujours aux Pyrénées-Orientales, parce que c'est un laboratoire, ce département. Malheureusement, c'est devenu un laboratoire. Vu la sécheresse qui règne là-bas, vu les problèmes posés aux agriculteurs de cette région et à la vie tout court dans cette région, dans ce département, je pense toujours, c'est un laboratoire. Bien sûr, c'est un laboratoire. Et moi, ce que m'ont beaucoup dit des agriculteurs chez moi en Alsace les dernières semaines, c'est regarder aujourd'hui sur la situation de l'eau, qui est un enjeu crucial en agriculture. On a maintenant en France des endroits où il y a des excédents d'eau à certains moments, et on l'a vu par exemple dans le nord de la France, c'est le cas chez moi aussi en Alsace, où certains endroits de l'année, il y a des excédents d'eau, vous avez des rivières qui débordent, etc. Et vous avez au sud de la Loire, pour schématiser, des déficits d'eau qui sont colossaux, par exemple dans les Pyrénées-Orientales, comme vous le dites. Comment est-ce que l'intelligence humaine peut faire en sorte que les excédents d'eau sont progressivement amenés vers le sud? Et j'ai un agriculteur de chez moi qui m'a dit, on a fait le pont du Gard il y a des siècles. On a fait le pont du Gard il y a des siècles. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas... Les Romains, Pourquoi les Romains ont fait le pont du Gard. Pourquoi ça contredit le Rassemblement national. On fait des viaducs un peu partout, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au 21e ou au 22e siècle, on ne serait pas capable de faire les ponts du Gard agricoles qui permettent de mieux équilibrer la gestion de l'eau? C'est un agriculteur de chez moi qui me l'a dit. Par exemple, ou du Pas-de-Calais jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Mais ça, il faut de la recherche, il faut de la science. Il faut de la recherche et de la science. C'est qu'il faut aussi changer la focale. Moi, quand vous dites, je pense aux Pyrénées-Orientales, moi je pense aussi à des pays d'Asie où il y a des morts par centaines, par milliers, parce qu'il n'y a pas assez à manger. Moi, je disais à Charles hier à l'Assemblée nationale que je vais avoir 50 ans là, donc je fais partie de la génération qui a connu Where's the World et SOS Éthiopie. Il y a la prise en compte que la question de l'alimentation se gère à l'échelle de la planète. En fait, aujourd'hui, on peut nourrir tout le monde. La question, c'est une question politique. Quel lien on va avoir? Est-ce qu'on va arrêter d'envoyer des céréales en Égypte et provoquer une révolution derrière, avec des régimes d'ailleurs qui ne sont pas favorables à nos valeurs? Donc vous voyez, il y a un enjeu planétaire qui joue là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. 9h57, tout de suite, Sud Radio Média. Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent le danseur professionnel Jean-Marc Généreux. Merci beaucoup, bon week-end.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.